les anticorps, ils n'ont pas dit leur dernier mot et il y en a encore beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. On connaît les potentialités et puis des anticorps, on peut en faire contre une multitude de cibles. On arrive aussi à avoir des anticorps bispécifiques qui d'un côté vont cibler le cancer et de l'autre côté vont attraper les lymphocytes T pour les amener à se retourner contre le cancer et ça c'est une réalité d'aujourd'hui déjà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast, toujours en direct du Biocube Institute pour les Journées nationales de la bioproduction et du biomédicament. Je suis en ce moment même avec Hervé Wattier. Alors Hervé, est-ce que tu peux te présenter? Donc voilà, Hervé Wattier, je suis professeur à l'Université de Tours, je suis chef de service au laboratoire d'immuno du CHU et je suis aussi évidemment coordinateur du laboratoire d'excellence, du LabEx MabImprove sur les anticorps monoclonaux thérapeutiques. LabEx qui associe des équipes de recherche de Tours et de Montpellier. On est à peu près 24 équipes aujourd'hui équilibrées entre les deux sites. Le LabEx existe depuis 2011. Normalement, on dure encore jusqu'à la fin 2025. D'accord. Et donc ce laboratoire d'excellence, en fait, rassemble pas toutes les équipes françaises, mais des équipes françaises actives dans le domaine des anticorps, avec une maxime qui est de vouloir faire de meilleurs anticorps, de mieux les développer, puis de mieux les utiliser aussi chez le patient, puisque c'est un peu notre histoire. Moi, je suis médecin biologiste, et donc mon métier, c'est de faire des analyses chez le patient, et c'est comme ça qu'on a mis le doigt dans l'engrenage des anticorps il y a 25 ans, donc un certain nombre d'années, quand d'abord j'ai découvert que des patients étaient traités par des anticorps, ce qu'on n'imaginait pas très bien en France à l'époque. Qu'est-ce que vous l'entendez par d'abord j'ai découvert que des patients étaient traités par des anticorps? Eh bien, j'ignorais que des médicaments avaient été approuvés et que des malades de mon hôpital étaient soignés par des anticorps. D'accord. Parce que les compagnies pharmaceutiques, en faisant leur développement, en obtenant les mises sur le marché, démarchaient leurs prescripteurs dans leurs domaines respectifs en fonction des indications de leurs médicaments et prenaient pas la peine de venir en parler aux immunologistes. C'est un peu votre cœur de métier, non? Peut-être, mais nous on prescrit pas, donc on n'est pas intéressant pour l'industrie pharmaceutique. Intéressant, ça, très intéressant. On était au laboratoire et on voyait les choses de loin. J'ignorais littéralement que des patients étaient traités par anticorps. En même temps, c'est ça que je cherchais, puisque par rapport à mes programmes de recherche, par rapport à ce que je voulais vérifier, je rêvais à ce que des patients soient traités par des anticorps et que je puisse vérifier les hypothèses que j'avais faites. Donc là, on était en quelle année, là, à peu près? On est en 99-2000. D'accord. Et incidemment, j'apprends que des patients de l'hôpital sont traités par des anticorps, par un anticorps en particulier, dont j'avais absolument jamais entendu parler. Et persuadé que ça ne pouvait pas marcher chez l'homme, puisqu'on disait que ça ne marchait pas, et que ça ne marcherait jamais. Et donc, bien si, ça avait l'air de marcher, puisque il y avait au moins il y en avait plusieurs en fait, qui avaient une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Donc avec les essais cliniques qui allaient derrière pour prouver l'efficacité, quoi. Exactement. Donc en fait, il y avait bien des anticorps qui marchaient. Et pour y arriver, on était passé par la voie du génie génétique. Le terme est un peu obsolète, mais c'était et en fait, les anticorps avaient été humanisés. Bon, en l'occurrence, là, c'était un anticorps chimérique, mais l'humanisation plus importante était déjà en route. Et en fait, on avait pratiquement des anticorps qui se comportaient comme des anticorps humains. Ce qu'on n'avait effectivement jamais eu jusque-là, puisque les monoclonaux, la sérothérapie d'il y a plus d'un siècle, c'était des anticorps de chevaux. Et les anticorps qu'on utilisait, qu'on avait cherché à utiliser, les monoclonaux, c'était de la souris.
Bon, on utilisait des anticorps humains, mais en prenant des plasmas de donneurs et avec quelques immunoglobulines antitétaniques. Mais c'est des indications assez ténues et finalement, ça donnait pas une ouverture. À partir du moment où on a été capable d'humaniser des anticorps monoclonaux de souris, ou même plus tard de directement produire des anticorps monoclonaux humains, eh bien, on réouvre toute la possibilité de faire des traitements par anticorps. Et à l'époque, la France ne s'était pas rendu compte de cette potentialité-là, et moi le premier. Mais bon, il se fait que j'ai découvert l'existence de cet anticorps, que ça correspondait exactement au type de situation que je cherchais pour évaluer mes hypothèses. On a mis en place, on a eu de la chance, on est tombé sur la cohorte de patients qui correspondait bien à ce que je voulais. On avait les ADN des patients et on a pu tester l'hypothèse, c'est-à-dire qu'un variant génétique, donc c'est pas des anomalies génétiques, c'est des patients, on est tous variables, on est tous différents les uns des autres, et donc certains patients avec un caractère génétique donné répondaient mieux que le reste de la population à ce traitement. Voilà. Donc ces résultats-là, bien, on les a eus au cours de l'année 2000, et on s'est rendu compte tout de suite qu'on avait pêché un gros poisson. Donc on a voulu déposer un brevet, ça a été très très compliqué. Ça a duré plus d'1 an avant qu'on puisse trouver, et dans l'intervalle, bon, déjà on s'est pas fait doubler, c'était déjà bien, parce que c'était quand même pas très compliqué à faire, il fallait juste y penser et y avoir pensé. De quoi on parle du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Donc en fait, on a le facteur génétique en question, c'est une variation génétique sur l'un des gènes qui code l'un des récepteurs pour la portion FC des anticorps. D'accord. Donc en fait, quand les anticorps, on s'en sert pour cibler des maladies et cibler des molécules, des cibles thérapeutiques, mais les anticorps, ils ne se contentent pas de se fixer à l'antigène, ils alertent le système immunitaire en fait, et les cellules de l'immunité qui possèdent des récepteurs pour la portion FC des anticorps, et donc qui vont pouvoir démasquer, ça va permettre de démasquer par exemple, une cellule cancéreuse. L'antigène est démasqué, et le système immunitaire peut se mettre en branle pour aller par exemple tuer les cellules cancéreuses en l'occurrence, qui ont été reconnues par l'anticorps. Yes. En fait, ça permet de dire au système immunitaire, attendez, là, de faire croire au système immunitaire que c'est un envahisseur et que c'est à tuer. Et donc en fait, par le biais de ces récepteurs FC, on peut alerter le système immunitaire. Le problème, c'est que les récepteurs FC, il y en avait beaucoup, que personne savait quel récepteur pouvait être important plutôt que quel autre. Et en plus, ces récepteurs sont très différents chez les animaux. Donc même les essais précliniques qui avaient eu lieu chez l'animal n'avaient pas donné d'informations particulières. Donc en fait, nous, quand on a identifié un facteur génétique sur l'un de ces gènes, ça a permis de mettre le doigt sur l'un des mécanismes d'action qui était critique sur l'efficacité, puisqu'en fonction du variant, il y avait plus ou moins de réponse immunitaire. C'est ça, donc c'est la partie, du coup, c'est là où vous avez trouvé le variant qui fait que le corps va plus ou moins venir aider le médicament finalement à faire son job et à permettre de soigner le patient. Évidemment, on ne va pas changer les patients, ils ont tel ou tel variant génétique, on ne va pas les changer. Par contre, on peut aussi d'améliorer l'anticorps pour qu'il marche mieux chez ceux qui, a priori, chez qui ça marche moins bien. Voilà. Donc pour essayer d'améliorer en fait la liaison. Et il y a aujourd'hui sur le marché plusieurs anticorps qui ont été modifiés, qui ont fait l'objet d'une ingénierie pour corriger ce défaut qu'on a révélé dans ces années-là, au début des années 2000. Donc corriger en fait la variabilité de réponse interpatient, quoi. Voilà, exactement. Et de faire en sorte que tout le monde puisse bien répondre au traitement. Voilà, donc c'était ça la découverte qu'on a faite à l'époque. Et elle a fait grand bruit internationalement à l'époque. Bon, voilà, donc on sortait d'un peu nulle part. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé un peu sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu
parmi les tout premiers en France. Il y avait déjà des chercheurs qui avaient travaillé sur les anticorps et il y avait eu de la recherche, mais on n'était pas passé à l'acte. D'abord sur l'humanisation, sur la partie génétique. En fait, c'est pas du tout. Personne en France s'était positionné là-dessus, et encore moins s'imaginant. Il n'y avait pas eu de reprise par les entreprises pharmaceutiques. En fait, donc on est arrivé dans un désert assez terrifiant. Nous, on sait faire ça, mais il y a personne d'autre qui s'intéresse à ce qu'on fait, quoi. Voilà, en France, on prêchait un peu dans le désert, à vrai dire. Et il a fallu que petit à petit, je fédère des différentes équipes autour de différents projets pour arriver finalement à faire bouger les choses. Bon, maintenant ça bouge, hein, mais ça a été dur à l'époque. Ça a été plus dur, oui. Et donc là, votre brevet, si je comprends bien, c'est la technologie pour modifier les anticorps pour... Non, c'était pas la technologie, c'était uniquement un brevet sur la partie diagnostic. C'est identifier le facteur génétique pour pouvoir prédire. En pratique, il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation et d'exploitation du brevet. Il a été licencié, exploité un petit peu, mais en fait, il n'a pas débouché parce que justement, il ne protégeait pas les améliorations. Les améliorations, elles avaient été déjà décrites avant. Elles préexistaient déjà, mais en fait les sociétés, elles savaient pas. En fait, ça c'est drôle parce que les sociétés de biotech, je pense à une en particulier qui avait ce type de brevet sous la main, ils n'arrivaient pas à convaincre leurs investisseurs que c'était la bonne voie à suivre pour corriger les choses. Et je sais que cette entreprise-là a réussi à faire son second tour de table avec notre papier, avec notre publication qui leur a permis de convaincre les investisseurs que c'était la bonne voie à suivre et qu'il fallait aller dans cette direction-là pour améliorer les traitements. Oui, effectivement, parce que si on n'a pas une bonne réponse, finalement, ça ne va pas passer les essais cliniques parce que finalement, l'efficacité est bof sur une grosse partie de la population. Mais grâce à cette explication, et là, ça change vachement les choses. Et ça, c'est un élément qui très vite a été perçu par la FDA, à Bethesda, et effectivement de comprendre qu'on avait là un élément pour aller plus loin. Et aujourd'hui, en pratique, il n'y a pas eu d'autres facteurs génétiques réellement qui aient été identifiés, qui concernent l'ensemble des anticorps thérapeutiques. Donc on reste encore avec une découverte qui reste encore assez pionnière et assez seule, mais en fait, elle a montré qu'on pouvait quand même, en partant du patient, en partant de l'analyse qu'on pouvait faire chez les patients, trouver les voies d'amélioration des traitements. Et ça, c'est aussi important parce que c'est beau de dire qu'on va humaniser les anticorps et qu'on va avoir des molécules qui vont bien fonctionner parce qu'elles sont humanisées, mais ça veut dire aussi qu'on ne peut plus les tester sur l'animal correctement. Oui. Et donc, on est incapable de véritablement bien analyser le mécanisme d'action des anticorps dans les modèles animaux, et c'est l'homme qui nous donne les éléments, et il faut donc développer des moyens d'investigation chez l'homme. C'est en particulier ce qu'on a essayé de faire dans le LabEx, de développer différentes approches pour aller très loin dans l'analyse. C'est pas tant d'essayer les médicaments, ça c'est les entreprises qui vont tester leurs molécules et les mettre sur le marché, mais de reprendre des essais cliniques derrière pour aller plus loin dans la compréhension des mécanismes d'action. C'est un autre monde que je ne connais pas beaucoup, j'avoue, mais c'est vraiment très intéressant. Et donc vous avez dit la situation en 2020, il y a 25 ans, était désertique. Alors quelle est la situation de nos jours en France? D'abord, il y a quand même un certain nombre d'équipes qui se sont mises à penser anticorps. Il y en a dans le LabEx, évidemment. Vous en avez un certain nombre. J'en ai, mais il n'y a pas que nous. Donc, il y a un certain nombre d'équipes qui raisonnent anticorps. On a encore un petit peu de mal d'accéder à des équipes d'immunotechnologie qui soient en mesure de pouvoir aider tout un chacun à créer de nouveaux anticorps et à innover sur de nouveaux anticorps, mais bon, il commence à y avoir quelques solutions. C'est ça le but là de la recherche anticorps, c'est de trouver des nouveaux anticorps qui vont attaquer de nouvelles cibles, c'est ça? Alors voilà, je pense que là il y a un énorme travail parce qu'on en est qu'au tout début. Il y a déjà beaucoup de... Alors déjà la situation elle est complètement différente. On avait quelques anticorps sur le marché à la fin des années 2000, à la fin des années 90, au début des années 2000. Aujourd'hui, on en est, alors ça dépend comment on compte, mais entre 150 et 200 quoi.
Donc, fois 10, quoi. Voilà, on a complètement changé de domaine. Donc, ça viendrait à l'idée de personne de nier que les anticorps ont toute leur place. Et alors, ce que beaucoup ne pensent pas encore, c'est que les anticorps, ils n'ont pas dit leur dernier mot, et on a encore beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, parce qu'on décuple les possibilités des anticorps. Déjà, par exemple, simplement en leur mettant des molécules chimiques pour faire des antibody drug conjugates, des immunoconjugués. Et là, on n'en est qu'au tout début, ça commence et ça a fait ses preuves et ça va continuer. Parce que l'intérêt des anticorps, c'est qu'ils vont cibler ultra précisément un endroit, et du coup, en apportant quelque chose de dangereux qu'on veut pas très bien que ça aille partout, ça va permettre de... Bon, ça c'est sur le papier, ça c'est la théorie. Pour vulgariser un peu, parce que... Exactement, mais en pratique, c'est pas... il y a beaucoup de choses à régler, parce que l'anticorps, il va quand même se promener partout. Quand on a des anticorps, ils sont là pour nous protéger, et donc ça se promène partout quand même, un anticorps. Donc ça peut quand même poser quelques petits soucis, mais l'idée c'est ça, c'est quand même d'aller véhiculer un produit très toxique sur une tumeur, à un endroit très précis. Donc c'est une belle idée. De fait, on en a montré que ça marche. Mais ça décuple beaucoup les possibilités, puisque on est encore loin d'avoir tout essayé dans toutes ces possibilités-là. Et puis on commence aussi maintenant à savoir faire des anticorps qui reconnaissent 2 antigènes différents. Donc ce qu'on appelle les anticorps bispécifiques, voire 2, voire 3. Enfin, on peut imaginer d'aller encore plus loin. Et là, il va falloir être extrêmement créatif, parce que ça crée des nouvelles propriétés qui n'existent pas naturellement, qu'aucun médicament chimique ne pourrait faire. Et donc ça crée des choses qui là encore fonctionnent très bien. On en a quelques preuves d'ores et déjà. Et là, c'est un nouveau chantier aussi qui s'ouvre. Donc il y aura encore des dizaines et des dizaines et des dizaines d'anticorps. Le problème reste encore, si on veut se comparer, la France a pas complètement perdu. Bon, la situation a changé, mais enfin quand même, on n'a pratiquement pas vu d'anticorps français être mis sur le marché aujourd'hui. Hein. Il y a des entreprises françaises qui ont mis des anticorps sur le marché, mais ils sont pas forcément français, ou à quelques unités près, on va dire. Il y a un anticorps qui a à peu près été développé en France, un autre qui a été développé en France, qui est commercialisé aux États-Unis. Bon, mais ça reste quand même très limité. Par rapport aux 150 dont on parlait. Voilà, on est quand même assez loin du compte. On en produit quelques-uns en France, en lots commerciaux. Là encore, c'est à peu près 3% de ce qu'on consomme. Donc on est encore très loin du compte. En France, du coup, on est, grâce au système de santé, à la sécurité sociale, on est quand même des bons clients de ces... Des bons payeurs. On est des bons payeurs et on importe beaucoup. Et ça, ça plombe notre balance commerciale. Et il est quand même urgent qu'on s'en préoccupe et qu'on continue à soutenir en fait cet effort d'innovation qui doit pas s'arrêter. Il faut pas que ça s'arrête, parce que de toute façon les anticorps, il continuera à y en avoir. Si ça vient pas de chez nous, ça viendra d'ailleurs, et nous, nos patients voudront s'en servir, nos médecins voudront les prescrire. Donc on s'arrêtera pas. Mais ce serait pas mal que ce soit un peu plus vertueux sur l'économie. Et alors, pourquoi on n'arrive pas, selon vous, à finir le travail? Bon, d'abord, pour arriver à le finir, parce qu'il y a un taux d'attrition très important, il faudrait qu'il y en ait beaucoup qui démarrent. Il y en a peut-être pas assez qui démarrent, parce qu'en fait il y a beaucoup de casses en cours de développement. Ça, après, c'est normal. C'est normal, c'est pas... Voilà. Mais si on n'en développe pas beaucoup, on se donne pas beaucoup de chance d'en avoir à l'arrivée. Voilà. Donc il faut multiplier l'innovation et augmenter considérablement les possibilités de faire des anticorps. C'est-à-dire rendre beaucoup plus accessible le fait d'accéder à des banques d'anticorps, d'accéder à des moyens de faire des anticorps. Et aujourd'hui, on n'y accède pas forcément très facilement. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui sont prêtes. Il en existe et je les connais bien parce qu'elles sont essentiellement dans mon laboratoire d'excellence. Mais il n'est pas si facile que ça pour une équipe lambda en France de trouver un spécialiste d'anticorps prêt à faire sous la main, prêt à faire un anticorps contre la cible sur laquelle il travaille.
Pourquoi? Enfin, du coup, c'est une question d'argent, c'est une question de volonté, c'est quoi? Non, c'est parce qu'il manque de compétences. Par exemple, moi, là, demain, je fais, bon, j'aimerais bien qu'on ait un anticorps contre cette cible. Bah, il va falloir sans doute aller se rapprocher de Montpellier et puis qu'ils puissent mettre ça dans leur programme de recherche. Ils sont quand même très orientés cancer. Si c'est pas le cancer, ça va pas être... Enfin, voilà. C'est ça que je veux dire quand je dis cette cible, c'est par exemple, moi, j'étudie tel type de cancer, j'ai trouvé un marqueur qui est ultra spécifique de ce cancer. Haha, maintenant, il faut quelque chose pour aller dessus, quoi. Voilà, il faut aller dessus. Alors, on trouve facilement des collègues chimistes pour imaginer des molécules chimiques, des médicaments chimiques. On trouve beaucoup plus difficilement des collègues immunotechnologistes prêts à se mettre au service de cibles, etc. Il y en a un peu, mais c'est pas aussi accessible que ça. Juste, en fait, j'en sais rien. Comment on fait pour faire ça? En fait, quand on a une cible, parce que en chimie, je sais. Du coup on essaie plein de trucs, mais les anticorps, du coup, on fait comment? Bon, alors il y a deux possibilités. Soit on immunise un animal et une souris et il produit des anticorps et on va chercher ensuite les anticorps par les techniques d'hybridome historiques et classiques. Voilà, mais sur des souris qui sont modifiées génétiquement, etc. Ou bien on peut aller maintenant en single cell, aller chercher plus directement dans le répertoire de la souris. Mais l'autre possibilité, il n'y a pas une possibilité qui est mieux que l'autre nécessairement, c'est d'aller puiser dans des banques de phages et d'aller à la pêche à la ligne, finalement à l'anticorps, puisque finalement il suffit d'aller presque tremper son antigène dans la banque de phages pour sortir l'anticorps qui se fixe à l'antigène. Et c'est vrai, c'est un vrai truc. Ça. Je caricature un peu, bien sûr, oui, on va à la pêche à la ligne. C'est plus facile, c'est bien plus facile que une chimiothèque, puisqu'une chimiothèque, il faut prendre chaque molécule chimique l'une après l'autre pour la tester, alors que là, on va à la pêche pour aller sortir l'anticorps et sa séquence génétique qui est dans le phage derrière. Oui, c'est beaucoup plus facile. Mais ça demande quand même du savoir-faire. C'est pas un savoir-faire que moi-même je ne détiens pas. C'est pas mon métier de base. Mais bon, j'ai des collègues qui font ça très très bien et qui excellent dans le domaine. Mais on n'est quand même pas si nombreux. Et puis on a beau former quelques jeunes, on en forme, mais ils sont tout de suite happés par l'industrie pharmaceutique et on a du mal à les garder dans le monde académique. Parce que il faudrait qu'on en forme plus pour à la fois assouvir les besoins de l'industrie pharmaceutique et puis tous les besoins qui peuvent exister, quoi. Donc l'industrie pharmaceutique, ils vont développer finalement ils font la même chose mais pour le privé, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon, nous on a quand même une recherche publique qui est quand même très développée et très très bonne, et très excellente. Donc c'est vrai qu'on peut aussi exploiter ce gisement-là pour amener de l'innovation et la France a les capacités d'innover énormément. Mais il faudrait favoriser ça. Après, il faudrait aussi sans doute favoriser la création d'entreprises, qui n'est pas toujours si simple parce qu'on manque de créateurs. Ça, c'est ce que j'en discutais avec Laurent de France Bioïd, là. Justement, c'est qu'effectivement, je trouve en France, par rapport aux États-Unis par exemple, où quand il y a une découverte, on a du mal en France à la transformer en entreprise, quoi. Oui, parce que en fait, dans le domaine de la biologie, beaucoup de nos chercheurs sont passés par les facultés et par les universités qui n'ont pas particulièrement vocation à former à l'esprit d'entreprise. Et on manque, dans le domaine de la biologie, d'écoles d'ingé. Par rapport au modèle français, je ne dis pas que dans d'autres modèles américains c'est un peu différent, mais en France où les écoles d'ingé ont quand même un positionnement bien particulier, bien spécifique, avec sans doute une bien plus grande culture de l'entreprise et de la création d'entreprise, le fait de ne pas avoir d'école en biotech et de beaucoup d'écoles où il y en a très peu en biotech et en biologie est un problème, je pense. Il y a aussi le modèle des incubateurs, qui font beaucoup aux États-Unis. Est-ce qu'on a des incubateurs de biotechnologie en France ? Je pense qu'on a une marge de progression importante encore à avoir, oui, pour aider, pour porter ça. Nous, on a des projets ici à Tours qu'on aimerait bien voir émerger. Je
je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on ait plus d'incubateurs, et des incubateurs qui fonctionnent beaucoup plus sur le modèle américain. Ça, c'est sûr. Avec un accompagnement, ce qui favoriserait l'investissement derrière et l'accès aux investisseurs. Bon, mais normalement, les investisseurs, quand ils entendent des projets anticorps, ils ouvrent leurs oreilles quand même, parce que ils connaissent très bien le potentiel de cette classe de médicaments. Bien sûr, il y a des risques. Tous les anticorps qui démarrent un développement ne vont pas forcément arriver, mais on en connaît les potentialités, et puis des anticorps, on peut en faire contre une multitude de cibles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on décuple en plus les possibilités en faisant des immunoconjugués et en faisant des bispécifiques ou d'autres. Enfin, donc, on a vraiment un potentiel considérable. La seule chose que ne savent pas faire aujourd'hui les anticorps, c'est de pénétrer dans les cellules. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas c'est pas le but des anticorps. C'est pas le but des anticorps. Et puis certains essayent, mais bon, je pense que ça c'est le. Il y a les virus qui sont vachement plus performants pour faire ça, quoi. D'abord, les virus sont plus performants, sans doute quand il faut vraiment injecter. Et puis les molécules chimiques, molécules chimiques qui par leur côté hydrophobe pénètrent plus facilement les membranes cellulaires. Bon, c'est pas le propre des anticorps qui sont des grandes molécules hydrophiles. Vouloir leur faire passer la membrane cellulaire n'est quand même pas leur vocation première. Donc on disait formation d'immunologiste pour pouvoir faire de plus en plus de projets. Alors formation d'immunologiste. D'immunotechnologiste. J'adore ce mot. Parce que, non, mais c'est pas un mot très. Qu'on n'entend jamais, en fait. C'est un mot qu'on n'entend jamais, qui n'est pas employé. Je l'emploie parce que pour le distinguer. Parce que je pense que les immunologistes, ils cherchent à comprendre le fonctionnement du système immunitaire et les dysfonctionnements du système immunitaire. Donc, il faut partie de ces biologistes qui vont identifier des cibles. Mais après, il faudra bien leur faire des anticorps aussi pour eux. Et les immunologistes auront besoin d'immunotechnologistes pour fabriquer des anticorps pour les faire. C'est pour ça que j'utilise deux mots différents. Parce qu'en fait, si vous vous adressez à un immunologiste, il ne sait pas forcément faire un anticorps. Donc c'est pour ça que je distingue bien l'immunologiste qui s'intéresse au fonctionnement immunitaire et qui va trouver des cibles, de l'immunotechnologiste qui va trouver l'anticorps qui va cibler ce qu'on cherche. Trop intéressant. Donc alors, former des immunotechnologistes pour pouvoir faire de plus en plus de projets, donc parce qu'il en faut beaucoup pour qu'il y en ait un petit peu qui arrivent, et favoriser la création de l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et l'entrepreneuriat des immunotechnologistes finalement qui ont trouvé un truc. Et maintenant, comment on en fait une boîte, alors est-ce que c'est les immunotechnologistes qui doivent développer? Pas forcément. Là, on peut repartir là aux biologistes eux-mêmes qui connaissent bien leur cible, parce qu'une fois qu'ils ont leur candidat médicament, on peut toujours l'améliorer, on peut faire d'ingénierie, mais il arrive à un moment où il faut s'arrêter et il faut commencer à faire du développement. Et ça, c'est pas si simple parce qu'il faut arriver à obtenir des preuves de concept. Et ceux qui sont les mieux à même de faire des preuves de concept, c'est ceux qui maîtrisent la physiologie de la cible. Donc, l'immunotechnologiste, il est juste, je dirais juste entre guillemets, là au démarrage pour trouver le meilleur anticorps, celui qui va être le plus adapté, faire l'ingénierie. On peut toujours après améliorer s'il y a besoin en fonction des résultats ultérieurs. Mais on a vraiment besoin après d'une vraie connaissance de la cible, et c'est là encore une fois où dans notre système de recherche français on a quand même toute la ressource. Trop bien. On arrive à... Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, c'est passé très vite. Mais donc, selon vous, quelles sont les perspectives, comment vous voyez le futur de l'anticorps dans les prochaines années en France? Il continuera à y en avoir de mis sur le marché régulièrement, parce que ça, c'est pas la France qui décide. Donc, il y aura de nouvelles molécules qui arriveront. On a des beaux projets qui sont en maturation, et j'espère bien qu'on va les voir arriver enfin sur en autorisation de mise sur le marché. Je pense que la prise de conscience, on va dire politique au sens large, commence à être présente. Il faut qu'on arrive à trouver les bons outils pour vraiment exploiter toute la ressource qu'on a. Il faut qu'on se batte.
Il faut qu'on se batte et il ne faut surtout pas qu'on s'endorme à ce stade, alors qu'on commence à structurer un petit peu la filière. Trop bien. Écoutez, moi en tout cas, j'adore. Enfin, ce que vous m'avez parlé sur les anticorps avec plusieurs cibles, etc. Enfin, moi, je lis beaucoup de science-fiction et franchement, c'est presque ce qui se rapproche le plus. Enfin, en tout cas, la bioproduction, les biotechnologies en général, c'est ce qui se rapproche de plus de ce qu'on peut lire dans les livres avec les traitements du futur. Enfin, quand on a des situations, c'est exactement ça. Quand on pousse le principe à fond, c'est exactement ça qu'on voit dans les films, quoi. Donc c'est top, on voit un petit peu le... Non, mais on arrive par exemple à avoir un anticorps bispécifique qui attrape une molécule par un bras, l'autre molécule par l'autre, qui les rapproche, et ça permet par exemple de soigner l'hémophilie et de se passer du facteur 8, puisqu'on va avoir 2 molécules qui vont rapprocher, qui vont faire exactement le job du facteur 8. On arrive aussi à avoir des anticorps bispécifiques qui d'un côté vont cibler le cancer et de l'autre côté vont attraper les lymphocytes T, n'importe lesquels, pour les amener à se retourner contre le cancer. Et ça, c'est une réalité d'aujourd'hui déjà. Il y a beaucoup de patients en cancérologie qui sont traités par ce type d'anticorps qui vont... Et juste comme ça, c'est quoi alors l'avantage par rapport au facteur C ? Non, pas facteur, pardon, votre découverte, le FC, parce que finalement l'anticorps va, voilà, le FC. Du coup, l'anticorps qui va se fixer sur le cancer, et finalement le FC, il devrait recruter les lymphocytes. Alors du coup, c'est quoi l'avantage par rapport au bicible ? Alors, quand l'anticorps se fixe à sa cible et que par le FC, il va chercher les cellules, il va chercher des lymphocytes NK par exemple, ou des macrophages, enfin des cellules, des différentes cellules de l'immunité. Ça marche bien. Sauf que là, on va encore mieux parce qu'on va en chercher d'autres cellules, les lymphocytes T. Eux, ils n'ont pas de récepteur FC, donc ils peuvent pas. Ils peuvent pas venir, quoi. Ouais, peuvent pas venir. Et comme on va chercher tous les lymphocytes T qu'on a, tous ceux qu'on en réserve, quelle que soit la cible qu'ils reconnaissent, c'est-à-dire on va chercher à peu près tout le système immunitaire à la rescousse pour aller attaquer le cancer. Trop bien. Donc on est beaucoup plus large encore que ce qu'on fait avec... on est beaucoup plus efficace et ça permet de soigner des leucémies notamment ou des lymphomes assez agressifs. Et donc effectivement ces anticorps qu'on appelle T-cell engagers, c'est-à-dire des anticorps qui vont chercher à recruter, à engager des lymphocytes T, c'est effectivement un beau projet qui commence à marcher. Ça arrive même dans les tumeurs solides, ça commence. Effectivement, c'est une alternative aux CAR T-cells, par exemple. Les cellules CAR T, ouais, c'est ça. Ça, c'est pareil, c'était fou. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui s'y connaît là-dedans pour l'interviewer, parce que c'est sorti il y a quoi ? Il y a peut-être, enfin, je sais pas, il y a eu pas mal de bruit là-dessus. Il y a peut-être quoi, 5 ans ? Enfin, je sais pas, moi j'en ai pris il y a 5 ans. Les cellules CAR T. Mais les cellules CAR T, en fait, c'est un anticorps qu'on met sur les cellules T. C'est un anticorps qu'on met par génie génétique en fait, donc c'est de l'OGM en fait, avec toutes les précautions qui s'imposent, etc. Donc c'est très très complexe à mettre en œuvre en fait, en réalité ça coûte horriblement cher. Ça coûte horriblement cher, mais par contre ça a une efficacité absolument redoutable. Oui, pas toujours. Non mais de fait, comme tous les médicaments, ça marche pas toujours à tous les coups non plus. Et puis il y a une grosse difficulté, c'est que parfois il y a des patients qui meurent avant qu'on ait eu le temps de le faire, parce que le temps de collecter les lymphocytes, de les transformer, de les préparer, etc., de les amplifier, des fois on arrive trop tard. Les anticorps bispécifiques dont je parlais il y a quelques instants, ils marchent pas encore aussi bien que les CAR T-cells, celui CAR T, mais au moins ils sont dans le frigo, ils attendent. Donc ils sont prêts à l'emploi. Ils sont prêts à l'emploi dès que le patient est là. Cible. Donc voilà. Bon, maintenant aujourd'hui ils marchent pas encore aussi bien que les cellules CAR T. Mon rêve, ce serait qu'on puisse un jour se passer des cellules CAR T. Je ne sais pas si on y arrivera. Effectivement, on a des résultats tellement spectaculaires avec les cellules CAR T qu'on se dit qu'effectivement c'est pas mal, mais avec beaucoup d'inconvénients, beaucoup un coût très très élevé, etc. Encore une fois, après c'est pareil, c'est pas le début, mais c'est quand même trop bien. On s'est enfilé encore dans une méandre, mais néanmoins en tout cas merci beaucoup pour votre temps. En tout cas l'interview était passionnante. Et puis peut-être qu'on en fera une autre, qui sait, sur un autre sujet. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.